En parallèle à cette chaîne, Planète Vagabonde est un média en ligne qui propose une information 100% humaine et développe le sens critique par l'inspiration et l'exemplarité. En y adhérant pour 9 francs par mois, vous rejoignez la famille des esprits libres et curieux, vous apprenez à trier le vrai du faux dans une réalité holographique, à garder le cœur et le bon sens comme boussole. Sur Planète Vagabonde, chaque info est un petit caillou pour retrouver le chemin vers son cœur le plus grand. Bonjour aux abonnés de cette chaîne Planète Vagabonde. À l'heure où chaque geste numérique laisse une empreinte, où chaque interrogation que se posent les humains devient une requête tapée sur un clavier, le web est devenu la caisse de résonance de l'esprit humain. Et Google, avec ses 8 milliards de requêtes quotidiennes et plus de 91% de parts de marché dans la recherche en ligne, s'impose de facto comme le miroir de nos préoccupations, de nos désirs, de nos peurs, tout du moins en Occident. Dernièrement, sur mon média Planète Vagabonde, j'avais proposé, en m'appuyant sur les mots-clés les plus recherchés sur Internet, avec l'aide bien sûr des nouveaux outils technologiques, j'avais proposé une cartographie mondiale de la conscience collective, un inventaire estimatif évidemment des niveaux de conscience de notre planète. Alors, je suis bien consciente que Google est considérablement bridé, évidemment, que les informations sont biaisées, connotées, partisanes, y compris, bien sûr, les agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle. Mais je trouvais quand même que l'expérience valait le détour. Et au final, qu'est-ce qui est apparu? C'est que en tête du podium des priorités du monde occidental, tout du moins, se tient le sport, le grand gagnant, le foot évidemment, le divertissement en deuxième place et puis la technologie en troisième place. Et puis après, je me suis amusée à élaborer une cartographie des niveaux de conscience. Selon les critères de recherche de Google, qui étaient égalité des genres, transition énergétique, climat, démocratie, immigration, et bien sûr que les pays occidentaux ressortent tout à fait gagnants. Par contre, quand j'ai donné comme critère de recherche mes propres critères de niveau de conscience, c'est-à-dire pour moi absence de peur, esprit critique, spiritualité, indépendance d'esprit, autonomie, eh bien, les résultats se sont carrément inversés. Et les sociétés dites civilisées, entre guillemets, passaient au dernier plan après le Mexique, l'Argentine, l'Inde, où la vitalité spirituelle et la résilience culturelle semblent dépasser celle des autres. Face à ce paradoxe, et pour y voir un peu plus clair, je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux que la voix de Marion Saint-Michel, psychologue et auteur du livre La gouvernance perverse, la décoder sans libérer. Alors, dans cet entretien, je vais inviter Marion Saint-Michel à explorer avec nous les territoires visibles et invisibles de la conscience humaine. Comment mesurer son élévation au-delà des biais de nos indicateurs numériques? Et les crises que nous traversons sont-elles des catalyseurs d'éveil ou des instruments de soumission? Alors, à travers ces questions, c'est une autre cartographie que nous allons tracer ensemble, non pas celle des flux d'attention dictés par Google, mais celle d'une conscience vivante, fragile et libre, toujours en quête d'un cap plus lumineux. Alors, avant d'inviter Marion Saint-Michel à prendre la parole, j'aimerais rappeler une chose aussi importante pour moi que pour elle. Ce n'est pas parce que nous avons l'élan de développer ensemble ce sujet que nous considérons que nous sommes supérieurs et que nous avons un niveau de conscience élevé. Attention, c'est juste une immense curiosité, un immense amour pour la vie et pour l'humanité qui nous anime
dans ce partage que nous allons vous proposer. Bonjour Marion Saint-Michel. Bonjour Isabelle, merci de votre invitation. Eh bien, de même, moi je suis toute frétillante à l'idée de vous tirer les verres du nez. Et vous avez entendu mon introduction. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ou de quelle manière souhaitez-vous rebondir avant de passer à ma première question? La première chose qui me vient et avec laquelle je me sens totalement en harmonie, c'est que dans votre petit addendum de fin de présentation, vous faites preuve d'humilité. Et c'est tout à fait ce que je pense utile de faire dans ce genre de matière. Et je pense en plus que c'est certainement, on va en parler pendant cet entretien, c'est certainement aussi une caractéristique d'un niveau de conscience qui en tout cas essaie de s'élever. Hein, parce que je pense qu'effectivement, c'est la dynamique qu'il va falloir essayer de repérer. On ne sait jamais trop à quel niveau de conscience on est, et je pense que c'est pas nécessairement le plus important. Le plus important, c'est la dynamique qui consiste à essayer de s'améliorer. On va essayer de voir ensemble aussi comment. Et puis merci de m'inviter sur un sujet qui est extrêmement inspirant, je trouve, et positif, parce qu'en général, vu le thème que j'ai choisi pour mon livre, je suis plutôt dans la description de choses un peu tristes, et qu'effectivement, tout le travail aujourd'hui, c'est de savoir comment on passe de ces constats assez sombres à la lumière, hein, donc à une façon de transformer ça, de le transcender et d'atteindre ce que vous décriviez tout à l'heure. On va essayer Alors, de faire ça. merci Marion. Donc, en effet, dans votre livre, La gouvernance perverse, pardon, vous décrivez les mécanismes subtils de contrôle des consciences. Alors, selon vous, comment définir aujourd'hui un haut niveau de conscience chez un individu ou une société, de sorte à ce que ce niveau de conscience ne soit plus contrôlable? Alors, c'est une excellente question qui va nous obliger à commencer par définir un peu ce que c'est que la conscience. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Il y a bien entendu déjà plusieurs façons de concevoir la conscience, et comme par hasard, ces façons de la concevoir nous montrent que la conscience a des niveaux différents déjà d'emblée. Alors, le niveau basique de la conscience, que nos auditeurs repéreront très facilement, bien sûr, c'est ce qu'on pourrait appeler la conscience physiologique, le terme médical, la définition médicale, qui consiste donc effectivement à être en éveil dans ces moments de notre vie où nous sommes en éveil, en contact avec la réalité, ce qui pourrait s'opposer par exemple au sommeil, mais également au coma, enfin toutes les pertes de conscience, bien entendu. Donc ça, c'est la première définition et c'est une bonne base. Ensuite, nous pourrions avoir la définition en psychologie qui considère que la conscience, c'est ce qui, d'une certaine manière, s'opposerait à l'inconscient. Et tout le travail de la thérapie, bien entendu, pour s'améliorer déjà soi-même, c'est d'aller chercher toutes nos dimensions inconscientes, qui sont nos pulsions, nos émotions, nos conflits intérieurs, pour mettre de la lumière dessus, les mettre en lumière et donc les faire passer au niveau conscient. Ce qui nous permet de commencer à mieux les maîtriser et à agir de manière plus juste. Ensuite, nous pourrions avoir la définition morale de la conscience, la définition qu'on pourrait dire plus philosophique, voire qui a inspiré, bien sûr, qui est à la base de la plupart des spiritualités et des religions. Et là, la conscience prend une dimension morale. On parle d'avoir bonne ou mauvaise conscience. Et là, on peut commencer à parler de niveau de conscience parce que on sent qu'on rentre dans quelque chose qui n'est pas très défini, mais qui supposerait qu'on se mette en harmonie avec soi-même, avec le monde, avec probablement certaines règles qui ne sont pas encore définies, mais on sent qu'il y a quelque chose déjà d'extérieur à soi dont il serait bon de tenir compte. Je ne tiens plus compte à ce stade-là que de mon simple plaisir ou de mon simple désir. Je commence à intégrer que certaines choses pourraient être bonnes ou mauvaises pour les autres, pour moi-même. Donc je commence à intégrer autre chose que mon petit moi. Cela nous mène à la suivante, si j'ose dire, hein, la conscience comme le type de conscience que l'on travaille quand, par exemple, on fait de la méditation dite de pleine conscience. Bon, c'est mon cas, je médite depuis très longtemps, j'accompagne des groupes et on se rend compte quand on rentre dans cette méditation de pleine conscience que l'on se met en contact avec quelque chose qui n'est pas seulement notre, entre guillemets, petit moi, notre réalité personnelle. On atteint d'autres dimensions. Certains parlent d'états modifiés de conscience,
c'est une façon de le dire qui ne me convient que peu parce qu'au bout du compte, la conscience n'est jamais modifiée. La conscience, elle est une et entière. Ce qui se modifie, c'est notre capacité à y accéder. Et comme en général, nous accédons à tous les types de conscience à travers notre mental, qui est d'une certaine façon un fonctionnement de notre moi, eh bien, nous n'en voyons souvent qu'une toute petite partie. Quand on commence à méditer ou à rentrer, même dans des expériences d'émerveillement, la contemplation d'un coucher de soleil, d'un beau paysage, le contact avec les animaux de compagnie ou autres, dès que l'on rentre dans certains types d'expériences qui quelquefois nous surprennent et nous saisissent sans qu'on ait même voulu les créer, on se rend compte qu'il existe une réalité beaucoup plus vaste que celle dans laquelle nous baignons en général au quotidien. Et là, ça nous conduit à ce qu'on pourrait, en tout cas dans ma perception d'aujourd'hui, considérer comme le niveau le plus élevé de la définition de la conscience, qui est un peu celle que la physique quantique est en train de nous proposer, c'est-à-dire que la conscience serait une sorte de champ d'information, d'une réalité informationnelle globale, universelle, qui contiendrait probablement toutes les grandes lois, un peu le mode d'emploi de l'univers dans son entier, et ça c'est la chose extrêmement importante, dans laquelle nous baignerions, nous. C'est-à-dire nous faisons partie dans ce cas, hein, c'est ce que la physique quantique commence à nous proposer. Nous ferions partie de cette conscience universelle, mais nous en serions un élément, donc ce n'est pas nous qui la créerions, ce n'est notamment pas notre cerveau qui créerait la conscience, mais de ce point de vue-là, notre cerveau devient comme une sorte de box, hein, quand on est dans le numérique et la référence numérique. Nous avons besoin d'une box pour aller chercher l'information sur l'Internet. Eh bien, d'une certaine manière, notre cerveau serait le premier élément que nous ayons, mais pas nécessairement le seul, pour nous mettre en contact avec ce champ d'information global qui nous entoure et qui serait, si je peux me permettre juste cette facilité, la conscience avec un grand C. Et ça, c'est la vraie révolution parce que nous arrivons à un stade où donc la physique quantique est peut-être en train de démontrer ce que les mystiques connaissent de tout temps, ces expériences de conscience qui sont bien supérieures à la réalité ordinaire et qui, en fait, seraient démontrables de cette manière. On revient donc à votre question initiale, Isabelle, qui est de dire, mais comment on pourrait du coup choisir des critères d'élévation de la conscience, d'élévation de notre conscience, hein, quel que soit notre niveau actuel. Alors, j'en ai retenu trois, mais de façon, j'allais dire, non pas tout à fait aléatoire, mais vraiment, ça n'est qu'une proposition. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres propositions, mais je vais vous dire pourquoi je trouve que, bien sûr, cette proposition a quelque intérêt. Le premier critère, bien sûr, d'une tentative d'élever notre conscience, c'est d'avoir une connaissance profonde de soi-même. Alors là, on revient aux bases, hein, c'est le fameux connais-toi toi-même du temple de Delphes. Souvent, on ne cite pas la suite qui est très importante, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça nous renvoie à cette notion globale de la conscience. On se rend bien compte que, comme disait aussi Hermès Trismégiste, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire que si on se connaît bien soi-même dans nos différentes dimensions de l'être, il est probable qu'on va aussi beaucoup mieux connaître le monde. Donc c'est intéressant, mais c'est intéressant pour plein de raisons. Donc une connaissance profonde de soi-même qui va s'acquérir, on en parlera tout à l'heure, mais qui va s'acquérir notamment bien sûr par un travail sur soi et surtout par un travail sur notre dimension émotionnelle et inconsciente. On rejoint bien sûr la thérapie, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'importance de mettre en lumière nos zones les plus inconscientes. Le deuxième critère que je retiendrai, c'est le sentiment d'une reliance vaste et sans jugement aux autres et au monde. Là, on voit qu'on est dans un plan horizontal. Il s'agit vraiment de quitter notre intérêt pur pour nous-mêmes, pour nous tourner résolument vers autrui et vers l'extérieur. Et ça, c'est une notion, me semble-t-il, c'est aussi pour ça que j'ai voulu la garder, que l'on retrouve dans toutes les spiritualités sous des formes différentes. Par exemple, dans le bouddhisme, nous avons la notion d'interdépendance, qui est très importante. Dans la notion d'interdépendance, nous avons cette réalité que nous expérimentons, me semble-t-il, notamment ces dernières années, du fait que tout ce qui est fait à n'importe qui dans le monde, quelque part m'est fait à moi-même. Cela me concerne parce que je suis un être humain,
que l'on fasse du bien ou que l'on fasse du mal à autrui, il y a une dimension qui me touche, il y a une dimension qui me concerne. C'est une façon assez brève, mais de parler de l'interdépendance chez les bouddhistes. Bien sûr, c'est plus vaste que ça. Et nous avons, par exemple, chez les chrétiens, deux références qui sont un peu dans cette logique. D'une part, la communion des saints, bien sûr, à savoir que tous les saints représentent quelque part le divin et sont chargés de le partager et de le faire connaître aux hommes. Mais nous avons aussi le fait que pour les chrétiens, chaque chrétien est membre du corps du Christ. C'est-à-dire que nous sommes chacun une petite cellule d'une réalité plus vaste et en l'occurrence de nature divine. Donc, si on regarde, je ne suis pas une spécialiste bien sûr de l'histoire des religions et de leur contenu, mais juste en cherchant quelques petites bases, quand on regarde les grandes spiritualités, elles ont toutes mis en valeur, bien entendu, cette sorte d'interdépendance, cette reliance horizontale aux autres, à ceux qui nous entourent et bien sûr au reste du monde. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère que je propose, c'est bien sûr le sentiment d'union ou au moins de reliance à une réalité transcendante. Je dirais quelle qu'elle soit, c'est le principe même de la spiritualité, c'est-à-dire de sentir qu'il existe un plus que nous ne sommes pas la définition et la limite de toute chose. C'est le petit moment d'humilité que vous avez eu tout à l'heure et qui est tellement important. En fait, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'est la conscience. La physique quantique elle-même tâtonne. Hein. Mais ce que nous pouvons savoir, et que probablement certaines personnes dont je vais parler tout à l'heure, notamment le transhumanisme, ne reconnaissent pas, c'est que nous sommes limités. Et que c'est cette limite même qui nous permet d'accéder à ce qui est au-dessus de nous et à ce qui est plus mystérieux que nous. Nous sommes limités dans cette Nous dimension, dans sommes, cette nous réalité. sommes limités dans notre dimension humaine, dans notre Voilà. condition humaine, dans cette dimension-là, tout à fait. Après, il existe certainement des dimensions, bien entendu, supérieures et auxquelles nous pouvons sans doute accéder, mais pas en les niant, en les transcendant. Et ça, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Alors, dernière remarque pour ne pas être trop longue sur cette question, mais c'est vrai qu'elle est très vaste et donc il fallait sans doute en dire beaucoup de choses. Ce que je vous décris là, ça forme un symbole extrêmement important dans toutes les spiritualités, qui est le symbole de la croix. Dans le symbole de la croix, vous avez bien entendu la dimension horizontale, la reliance aux autres et au monde, la dimension verticale, qui est donc la reliance à la spiritualité, à ce qui est au-dessus de nous. Je précise néanmoins que c'est la reliance avec ce qui est au-dessus de nous, mais c'est également l'enracinement dans la terre. Il y a les deux aspects dans la dimension verticale. Pour pouvoir s'élever vers la transcendance, il faut être bien enraciné dans l'incarnation et donc dans la limite. Dans la limite de la chair, je m'enracine pour pouvoir atteindre les plans supérieurs. Donc nous avons là le symbolisme de la croix et nous avons au milieu de ça, eh bien, le rôle de l'être humain, c'est-à-dire le cœur de l'homme. Si vous imaginez, bon, pas seulement le Christ en croix, mais c'est vrai aussi pour le Christ en croix, mais si nous allongeons un homme sur la croix, nous voyons bien que le moment, la zone d'intersection entre le plan, la reliance horizontale et la reliance verticale, c'est la zone du cœur. C'est-à-dire, c'est notre capacité à aimer, bien entendu, mais c'est aussi à l'intérieur du cœur que pour les traditions asiatiques notamment réside notre âme. Et c'est donc probablement à travers le cœur que nous pouvons avoir la meilleure reliance à cette dimension de conscience dont nous parlons. Et cette symbolique-là, on la retrouve pratiquement dans toutes les grandes spiritualités, voire dans toutes les grandes traditions. Je dis un mot d'une autre tradition qui m'est chère et je ne vais pas faire trop long, c'est la tradition chinoise, où quand vous regardez le pictogramme de l'homme dans la tradition chinoise, dans l'alphabet chinois, l'homme est représenté par une espèce de petite cuvette, je le dessine, c'est plus simple, hein, comme ça, c'est-à-dire j'accueille les énergies du haut. Mhm. Le bas, c'est la même chose à l'envers. Je m'inscris, je m'enracine dans les énergies du bas. Et au milieu, reliant les deux petites formes que je viens de décrire, il y a une croix qui est la représentation de l'homme. C'est-à-dire l'homme comme élément entre le ciel et la terre, et avec cet objectif de diffuser cela au niveau horizontal. C'est extrêmement précieux.
Voilà. Alors, juste pour finir cette petite question-là, nous constatons malheureusement, en lien avec votre enquête, Isabelle, que ce n'est pas tout à fait ces valeurs-là qui sont aujourd'hui centrales en Occident, alors qu'elles sont nos racines et qu'elles existent toujours dans d'autres pays. Vous l'avez cité, des pays comme l'Inde, bien entendu, c'est toujours très important, et probablement dans la plupart des sociétés traditionnelles qui restent enracinées dans ces dimensions-là. Alors, justement, selon les moteurs de recherche, euh, comme on le sait, qui sont largement bridés, eh bien, les pays dits les plus civilisés qui auraient un plus haut niveau de conscience et qui arrivent en tête seraient bien sûr l'Europe, avec l'Amérique, les États-Unis, euh, puis l'Asie, l'Afrique et enfin l'Océanie. Mais si on prend les critères de niveau de conscience qui sont les vôtres et que je partage évidemment largement, ces résultats s'inversent quasiment. Par exemple, l'Inde, le Mexique et l'Argentine arrivent avant l'Europe et les États-Unis. Comment expliquez-vous ces divergences et de résultats en fonction de nos critères de recherche et ceux de Google? Et que révèlent ces divergences des biais dans la façon dont on mesure la conscience collective? Le biais principal, c'est la façon dont cette intelligence artificielle est nourrie. C'est là, je rentre dans la thématique de mon livre, bien sûr. Comment on nourrit cette intelligence artificielle? Eh ben, par des critères qu'on lui donne. Et il est bien évident, selon moi, et pas seulement selon moi, mais que nos gouvernants qui créent ces outils avec des intentions qui sont les leurs, qui ne sont pas nécessairement celles de nous élever sur le plan de la conscience, rentrent dans l'intelligence artificielle les critères qui les intéressent, que vous citiez tout à l'heure, comme le wokisme, comme la soi-disant préoccupation pour la planète, ce qui n'a aucune raison d'être une nouveauté d'ailleurs, bien entendu. Donc des critères qui sont les leurs et qui vont nourrir cette intelligence. Donc quand vous rentrez innocemment si vous ne détaillez pas les critères sur lesquels vous souhaitez, vous, que l'intelligence réfléchisse, eh bien, elle va vous produire un raisonnement tout fait, elle va vous ressortir la doxa dominante, la doxa qu'on tente de nous inculquer. Évidemment, ce ne sera pas très fiable. Et ça n'aura rien à voir avec la vision de développement psychospirituel qu'on essaie d'aborder toutes les deux, qui est comment devient-on un meilleur être humain. Eh bien, ça, il ne faut pas le demander à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas. Comment expliquez-vous, de votre point de vue, que des pays comme l'Amérique du Sud, par exemple, comme l'Argentine ou le Mexique, ou même la Colombie, auraient un niveau ou l'Inde avant tout, aurait un niveau de conscience supérieur aux pays européens, par exemple? Ah, ça dépend des critères que vous avez rentrés dans votre recherche, mais j'entends bien que vous avez Par rentré exemple, des absence de critères. peur. Alors moi, j'ai mis absence de peur, Oui. esprit critique et autonomie. Oui, très bien. Peut-être. Alors, absence de peur, c'est peut-être un petit peu, enfin, ça peut apporter un biais parce que la peur est naturelle, je veux dire. C'est-à-dire que la peur existe dans toutes les traditions. La seule chose, c'est que je pense que ce que vous voulez dire en parlant d'absence de peur, c'est que où on va en rester à la peur, et quelque part la peur devient un mode de gouvernance, comme c'est malheureusement le cas actuellement dans nos pays européens et en Occident d'une manière générale, ou bien simplement la peur existe, mais elle est transformée, elle est dépassée, soit par des éléments de solidarité si on regarde le niveau social, soit par des éléments plus concrets, plus spirituels, etc. Donc la peur existe comme un signal d'alarme, mais elle n'est pas un mode de gouvernance et elle ne reste pas dans ce que Philippe Bobola appelle, et je trouve l'expression délicieuse, la cuvette émotionnelle. C'est-à-dire, vous voyez bien la cuvette dans laquelle on met des émotions de basse fréquence, hein, des émotions comme la peur, comme la colère, etc. Donc des vibrations bien bien basses, et on gouverne avec ça. On essaie de maintenir les populations dans ces niveaux vibratoires très bas. Et visiblement, ce n'est pas le cas dans les pays que vous évoquez. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais peur,
qui n'ont pas d'énormes difficultés, je pense à la Colombie notamment, hein, qui n'ont pas, par exemple, ils sont quasiment morts de faim pendant la crise du Covid. Mhm. Ces gens-là rencontrent d'énormes difficultés, mais toutes les personnes qui ont un peu voyagé, et c'est particulièrement votre cas Isabelle, savent que ce ne sont pas les pays les plus pauvres ou les plus confrontés aux plus grandes difficultés qui sont les plus apparemment tristes, malheureux et enfermés dans la cuvette émotionnelle. Beaucoup de ces peuples sont extrêmement vivants, ils traversent les difficultés, ils ne les nient pas, mais la joie de vivre et un certain nombre d'autres éléments qu'on évoquera tout à l'heure certainement dominent par rapport à cette expérience. Donc Et ça dépend des critères que l'on rentre, mais si on rentre les critères que vous avez évoqués, que j'ai proposés aussi, enfin, qui sont, et on va avoir évidemment des résultats totalement différents, Mhm. pour autant que l'intelligence artificielle puisse en juger, puisque nous sommes bien conscients, nous, qu'il y a encore une grande part de mystère dans ce que nous essayons de définir. Et je ne sais pas du tout personnellement comment l'intelligence artificielle tient compte du mystère, de ce qui n'est pas encore révélé, des progrès de la physique quantique. Bon, moi je ne sais pas, mais peut-être des personnes ont la réponse à cette question, hein. C'est possible. Absolument. Juste aussi pour en revenir à l'Amérique du Sud, s'ils ont un esprit critique beaucoup plus aiguisé que le nôtre aussi, c'est parce que c'est en raison d'une certaine instabilité gouvernementale, de manifestations massives par le passé, des scandales aussi de corruption, des changements de constitution ou des tensions diplomatiques qui font qu'ils sont beaucoup plus, ils sont moins dupes en fait, ils sont beaucoup plus enclins à compter sur leurs propres ressources, sur leur économie régionale, locale. On sait très bien que le Covid a beaucoup moins pris dans les pays pauvres, justement, dans des pays où c'est le système D, le système des brouilles qui a dominé, parce qu'on méfie beaucoup des autorités et de la gouvernance en général. Donc ça génère chez ces peuples-là un esprit critique et une absence de peur parce que pour avoir déjà passé par toutes ces étapes-là, de totalitarisme, de dictature, ils sont beaucoup moins dupes et ça, ils se sont aussi appuyés peut-être sur d'autres ressources comme la spiritualité et des pratiques ou des rituels spirituels collectifs, comme avec le peuple Kogi en Colombie qui a certes quand même une place importante à jouer dans ce pays-là d'un point de vue spirituel même si le peuple ne se rend pas vraiment compte de toute l'importance que joue ce peuple, mais en attendant, il a une vraie dimension de rééquilibrage des forces terrestres et célestes, si je puis dire. Mais bon, revenons à notre propos. Euh, Je rebondis quand même sur oui, ce que oui, vous oui. la première partie de vous, ce que vous expliquez, ça s'appelle l'initiation. En fait, ces peuples sont initiés par les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et c'est un peu peut-être ce qui est en train de se passer en Occident, ce serait la bonne façon de voir les choses. Peut-être que nous sommes en train de vivre une initiation et que nous sommes en train d'être conduits à sortir de nos torpeurs en comprenant à quoi nous avons affaire, en comprenant par exemple que les gouvernants ne sont pas nos amis, loin de là, et qu'il nous faut trouver nos ressources et notre énergie dans la solidarité, dans le fait de nous regrouper et aussi bien sûr de garder ces connaissances énergétiques traditionnelles que vous évoquez avec les Indiens Kogi, et que chaque tradition a d'une certaine manière. Les plans subtils étaient très connus dans toutes les traditions et sont restés très proches pour les gens qui sont encore très au contact de la nature, très au contact des réalités terrestres en fait. D'où le contact avec la nature qui est tellement important pour nous réancrer à la terre. C'est juste, et d'ailleurs, À la solidarité. cette initiation en Europe aussi, je trouve, c'est vu notamment à travers la crise autour du Covid, puisqu'on a vu que les Allemands de l'Est étaient beaucoup moins, et même, oui, les Allemands de l'Est, ou les Bulgares, ou les Roumains, était beaucoup moins dupe de ce qui s'est joué pendant 4 ans et il s'étonnait même que nous autres, Suisses, Français, Belges, Anglais, nous nous laissions tellement faire par les directives prises par la gouvernance, par nos autorités, puisque eux-mêmes, ayant passé par le processus d'une forme de totalitarisme du temps de l'ancienne URSS,
avait déjà mis en place des mécanismes d'alerte, de tentative d'emprise sur la conscience collective et nous ont prévenus. Moi, je me souviens bien que lorsque j'ai organisé toutes ces conférences à travers Planète Positive, eh bien, nous avions des discussions avec ces Allemands de l'Est et beaucoup de ressortissants des pays slaves qui étaient anciennement sous la dictature soviétique, nous ont dit, mais attention, là, vous allez droit vers ce que nous avons, ce par quoi nous avons passé, méfiez-vous. Et je trouvais, ça rejoint exactement ce que vous disiez, que parfois, on doit passer par l'épreuve du feu pour apprendre à trouver par nous-mêmes les ressources de nous libérer de toute forme d'emprise et de manipulation. C'est à croire, effectivement. C'est probablement. C'est pas, je ne suis pas sûr que ce soit une obligation, mais le fait de regarder l'histoire nous a tendance à nous démontrer que quand même, malheureusement, c'est ça. De même que sur le plan plus personnel, c'est souvent quand les personnes traversent une crise qu'elles n'arrivent plus à gérer par elles-mêmes, qu'elles font un travail sur elles-mêmes et qu'elles connaissent un renversement, hein, de leurs difficultés et qu'elles franchissent une étape importante dans leur évolution personnelle. Alors Je Marion, ne suis pas sûre que ce soit une obligation, mais c'est souvent le cas. Marion, est-ce que les crises, d'une manière générale, qu'elles soient sanitaires, climatiques, entre guillemets, ou géopolitiques, est-ce qu'elles peuvent être des catalyseurs d'éveil de conscience, ou bien, selon vous, elles sont des prétextes pour renforcer les réflexes de peur et de soumission? Alors, c'est probablement les deux, bien sûr, hein. Nous savons et nous avons bien vu ces dernières années qu'une grande partie des crises sont utilisées, instrumentalisées, voire sont créées parfois par nos gouvernants dans l'objectif, effectivement, de contrôler les populations et de les soumettre. Donc, au départ, il y a bien entendu ce danger. Elles sont là pour ça et elles y réussissent au moins en partie. Mais la contrepartie de ça, c'est que elles sont aussi, bien entendu, c'est un peu ce qu'on vient de dire, l'occasion d'un éveil profond pour une grande partie, enfin en tout cas une partie de la population. C'est aussi l'occasion de se rendre compte de ce qui est en jeu, des moyens qui sont mis à disposition pour contrôler les populations et de se réveiller par rapport à ça. Donc je dirais qu'il y a les deux et qu'évidemment on ne sait pas, on ne sait jamais lequel va l'emporter, on ne peut pas le savoir et qu'il faut juste utiliser, si j'ose dire, la réalité comme une occasion d'essayer d'aller plutôt vers l'éveil. Et Là, vous, je recite Bobola un instant parce que je l'ai écouté il n'y a pas longtemps et il disait, lui, que, je ne sais pas d'où il tirait ça exactement, mais visiblement c'était bien documenté, que selon lui, il faut 3,5% d'une population qui s'éveille peut suffire à conduire à un basculement plus large de la population. Donc, ça nous amène à parler de ce qu'on va sans doute voir dans la suite, c'est-à-dire que la dimension de masse critique, quand on est dans une référence matérialiste, la masse critique, c'est extrêmement important. Sur les plans plus subtils, ça n'est pas la masse qui convient, mais la qualité de l'information ou la qualité de l'énergie qui est envoyée. Ça rejoint d'ailleurs une chose qu'on a, je crois, échangé toutes les deux aussi récemment, cette initiative récente là, du Pacte 21 qui est lancée par, je crois, une jeune femme qui s'appelle Laura Pi, me semble-t-il, et qui commence à connaître un certain succès. Et c'est cette logique-là. C'est de dire en se concentrant, en envoyant une information de qualité, en étant très nombreux à le faire, et ça en méditation on connaît bien cette chose-là, on a effectivement une chance d'influer sur le cours des événements. oui, mais alors pour moi, c'est pas parce que une minorité vont, comment dire, euh, élever déjà leur propre conscience que ça va entraîner toute la collectivité vers cette élévation de conscience. Parce que je suis convaincue que l'élévation de conscience se fait sur un plan individuel. Je pense que tout le monde doit faire sa part de travail. Donc, je ne vois pas en quoi une minorité basculerait le niveau de conscience collectif. Alors, si j'ai dit ça, je me suis mal exprimé parce OK? qu'effectivement, ça n'est pas ça. Et les deux plans, je pense, sont tout à fait compatibles. C'est-à-dire que je pense aussi,
et je crois que les personnes qui travaillent sur la physique quantique sont pas loin de penser la même chose, que le développement, l'évolution ne peut être qu'individuelle. Mais par contre, ce qui est proposé, c'est qu'un petit nombre de personnes qui ont fait ce cheminement ou qui sont en cours de ce cheminement individuel, peuvent tout à fait, en réunissant leurs pensées, ce qu'on appelle les formes pensées, hein, dont on sait qu'elles ont un effet effectivement sur la réalité, elles peuvent influer sur cette réalité. Ça ne veut pas dire qu'elles vont basculer la situation, et encore moins qu'elles amènent ou qu'elles conduisent les autres personnes au même mouvement d'évolution. Ça, le mouvement d'évolution, il ne peut être que personnel. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord, que ce soit les psychologues, les thérapeutes, les personnes en chemin spirituel, ça ne peut être qu'individuel. Mais l'idée serait de dire qu'il peut y avoir une influence euh, à cause de l'énergie, la qualité de l'énergie. C'est un peu le principe de l'homéopathie, si vous voulez. Pour Mhm. l'homéopathie, il C'est ça, faut c'est ça. C'est très joli, peu ça, de c'est vrai. choses. Voilà, il faut d'une certaine manière donner une information, même sur un plan extrêmement petit. Cette information peut arriver à transformer assez profondément la solution dans laquelle elle est, par exemple, hein, si on parle d'homéopathie. D'accord. C'est tout ça l'idée. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que, bien sûr, chacun doit enfin, il est bon, il serait bon que chacun fasse ce travail pour soi, ne serait-ce d'ailleurs pas seulement dans l'objectif collectif, mais ne serait-ce que pour pouvoir traverser les difficultés qui sont les nôtres et qui n'ont pas tellement de raison de s'arrêter. Il faut avoir il faut avoir un équipement. C'est comme quand on part en montagne. En Suisse, vous avez Mm. des belles montagnes et de quoi faire des belles randos et tout ça, mais vous partez pas en tongs, comme ça arrive, paraît-il, maintenant au Mont Blanc. Vous ne partez pas en tongs si vous allez faire une randonnée, etc. Il faut être équipé en rapport avec la situation qu'on a à traverser. Et ça, c'est la responsabilité de chaque individu que de travailler son équipement, en quelque sorte. C'est une image. Et vous, Marion Saint-Michel, sur la base de votre propre expérience et de vos propres analyses, comment cette cartographie, pardon, du niveau de conscience collectif, pour vous, est en train de bouger? Est-ce que par exemple, l'intelligence artificielle devient-elle un outil de manipulation cognitive ou bien est-ce qu'elle peut aussi être utilisée comme un levier d'éveil? si si je parle plutôt au niveau de mon ressenti et de mon cheminement personnel à moi, de mon cheminement spirituel, je ne compterai pas du tout sur l'intelligence artificielle pour améliorer ou favoriser un cheminement spirituel quel qu'il soit. Je pense que l'intelligence artificielle est un outil et doit rester un outil, et c'est un outil pour un plan plus ordinaire de conscience, pour ce qu'on appelle notre mental, notre capacité cognitive à créer des systèmes, à améliorer des choses. Elle peut vraiment certainement produire une amélioration de la rapidité, notamment d'accès aux informations, la mise. Mais pour moi, ça doit rester un outil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine. Pour moi, et il n'y a pas que pour moi, je pense à l'excellent bouquin qu'Idriss Aberkan a écrit sur ce sujet, l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, n'est pas une intelligence. L'intelligence, elle est humaine parce qu'elle mêle des plans différents que nous avons évoqués tout à l'heure, et peut-être même mêle-t-elle la connexion avec cette conscience universelle que nous avons décrite, et je ne vois pas comment, pour l'instant, l'intelligence artificielle serait nourrie d'une conscience universelle que ses promoteurs et ingénieurs ne connaissent même pas nécessairement. En tout cas, n'ont pas l'air de prendre en compte du tout. Sinon, ils ne nous parleraient pas de l'intelligence artificielle comme ils le font, c'est-à-dire en nous disant par exemple qu'elle peut être supérieure à l'intelligence humaine, ce qui est une manipulation de bas étage, ou bien qu'elle est obligée de remplacer des êtres humains dans un grand nombre de métiers et de fonctions, ce qui n'est en aucun cas une obligation, mais un choix politique. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le grand reset de Klaus Schwab que j'ai analysé un peu dans mon livre pour démontrer aussi cette perversion qui consiste à faire des raisonnements faux, des sortes de sophismes où on vous fait tout un raisonnement
qui part de quelque chose de relativement stable et qui aboutit à une sottise complète parce que des éléments de réflexion sont sautés ou sont malhonnêtement présentés. Ce qui fait que vous arrivez à voilà. Dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme, c'est considérer l'homme comme une machine et donc le réduire à peine un tout petit pourcentage de ce qu'il est réellement. Donc, pour l'instant, dans l'état actuel de mes connaissances, et je suis vraiment donc très réservé par, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, je ne vois pas comment l'intelligence artificielle pourrait nous améliorer ou nous aider sur le plan de la connaissance spirituelle. À la limite, elle peut même constituer bien sûr un obstacle puisqu'elle peut nous rendre paresseux dans la compréhension ou la tentative de comprendre certaines dimensions de notre existence. Oui, Donc, voilà où donc, j'en serais par elle peut, rapport à ce elle, sujet. elle peut peut-être y contribuer à cet éveil de conscience dans le sens que c'est un accélérateur d'accès au savoir absolument phénoménal. Par exemple, on sait que les outils IA sont utilisés massivement en Inde pour l'éducation et la formation. Et ceci offre à des millions de jeunes élèves des leviers pour une ascension intellectuelle et sociale. Et je pense, encore une fois, en fonction de leur aspiration spirituelle, ça peut aussi être un propulseur d'éveil de conscience. C'est à nous d'en faire un levier pour se rendre meilleur sur le plan éthique, sur le plan moral, ou au contraire d'en faire un outil pour dominer et pour asservir, non? Alors, oui, avec la réserve que le savoir n'est pas la conscience. Regardez, nous avons vu, notamment pendant ces années Covid, les personnes qui ont eu les réactions les plus pleines de bon sens ne sont pas les personnes qui sont censées avoir les plus grands savoirs. Au contraire. Vous avez des personnes très simples, vous avez certains paysans, vous avez des personnes, bon, vraiment d'une grande simplicité, qui n'ont pas fait de grandes études, qui n'ont pas d'intérêt particulier pour des savoirs très développés, et qui ont tout de suite pigé que quelque chose n'allait pas. C'est vrai. Donc, c'est pas le savoir. Là, c'est le bon sens, c'est l'ancrage, c'est l'incarnation, c'est la connaissance de la nature, la connaissance de la vie, de l'élan vital, comme le décrit Sophie Chassa, que je cite beaucoup dans mon livre, parce que ça, c'est une notion très précieuse, l'élan vital. L'élan vital qui s'oppose à tout ce qui est justement la normopathie, l'abus des normes, le conformisme, etc. Donc le savoir aboutit souvent à un conformisme. Souvent, plus je sais, plus je suis persuadé que je sais, que j'ai la vérité, et plus je rentre dans un ronron, et alors, et puis j'ai la vérité, les autres ne l'ont pas, enfin, il y a tout le risque de l'arrogance qui va souvent avec ce conformisme social. Vous n'avez pas ça dans les personnes qui ont manifesté cet instinct de vie et ce bon sens. C'est Et très donc, juste. vous voyez, on a un vrai piège là. C'est très juste, Marion, d'autant plus qu'on l'a bien vu pendant le Covid, ce qui était le plus, je dirais, influençable et manipulable était finalement c'était le monde académique, c'était le monde issu des universités, c'était le monde scientifique finalement. Donc c'est ceux qui officiellement en savent le plus, mais qui étaient le plus carencés en bon sens, comme vous dites, et en sagesse. Qu'est-ce qui définit le bon sens? D'où vient-il ce bon sens? Je dirais simplement la reliance, la reliance à la terre, la reliance à la vie, l'instinct de vie. Le fait d'avoir une vie parfois difficile, le fait de se confronter aux éléments. Hein, l'agriculteur, le paysan, il dépend totalement de la nature, il dépend totalement des cycles de, de, de la météo, il dépend de la nature et donc il la connaît, il a cette intimité, il sait très bien quand les choses vont marcher ou pas marcher. Je me souviens d'un de mes maîtres spirituels, quand j'étais beaucoup plus jeune, bien sûr, qui nous disait, si vous avez envie de planter un poireau par la tige au lieu de le planter par le bulbe, c'est votre liberté humaine. Simplement, votre poireau, il ne poussera pas. Et ça, c'est du bon sens. Et l'agriculteur ou le paysan, il n'a pas besoin qu'on lui explique ça. Alors que le wokiste, par exemple, il va vous dire, mais non, moi j'ai tout à fait le droit, c'est ma liberté, je vais planter mon poireau par la tige et je verrai bien ce que ça devient.
Et l'agriculteur, il va le regarder, il va dire, bah, mon Parisien, si tu as que ça à faire, fais-le donc, hein, mais j'en reviendrai dans quelques semaines pour voir où on est en poireau. Vous voyez, donc le bon sens, pour moi, c'est la reliance, c'est le fait d'être relié à la terre, à la nature, aux autres également, Mhm. de connaître la vie, de regarder comment se passe la vie, comment ça marche, comment un enfant se développe, comment la nature se développe, comment les animaux se meuvent. Tout est autour de nous, en fait. Le plus grand savoir, il est autour de nous. Encore faut-il le regarder. Et nous sommes dans un système avec notamment la numérisation. Ça, c'est l'inconvénient, bien sûr. De plus en plus, notamment nos jeunes, sont pris dans des systèmes où ils ne voient le monde qu'à travers un écran, qu'à travers les histoires qu'on leur raconte. Hein, le scrolling sur TikTok ou autre, on raconte des histoires. On a les narratifs maintenant, un Ouais. narratif qui nous indique bien Climatique, qui touche beaucoup les jeunes d'ailleurs. le climat. Enfin, ils sont malheureusement très faciles à influencer ou à manipuler a priori, parce qu'ils sont beaucoup moins, mais c'est pas vrai pour tous, hein, je ne veux pas du tout faire une généralité, mais certains de ces jeunes, ou en tout cas à certains moments de leur vie, à certains âges, sont tellement pris dans le filtre de l'écran que bien entendu, ils deviennent des proies, et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien qu'on a développé Internet. Hein, quand vous faites des recherches sur qui a développé Internet, la DARPA, donc effectivement, les gouvernements, l'armée américaine et tout ça, on voit bien que ça a été pensé, tout ça. On savait bien ce qu'on obtiendrait. C'est toujours la même chose que j'écris beaucoup, je décris beaucoup dans la gouvernance perverse, c'est qu'on nous présente les choses, bien entendu, comme ayant des avantages magnifiques, alors que le but réel que l'on recherche derrière ça, ce sont des inconvénients magistraux. Justement, vous parlez de cette jeunesse qui est embrigadée ou pas par les narratifs et justement le narratif climatique. Parlons-en, parce que justement, bah, Google, dans ses analyses, dit ben, c'est fantastique, l'activisme mondial pour l'environnement a explosé ces dernières années. Mais est-ce que cet activisme mondial, ce militantisme, bah, que ce soit pour le climat ou que ce soit pour la transition de genre, est-ce que cet activisme mondial dit reconnu ou perçu comme un progrès par Google, est-ce qu'il est encore le signe d'une conscience en action ou, selon vous, il est plutôt le signe que cet activisme mondial peut être récupéré et instrumentalisé pour renforcer le conformisme collectif? Alors, le drame de l'activisme aujourd'hui, d'ailleurs, le mot activisme est aussi à interroger parce que c'est pas nécessairement positif, l'activisme, hein. En tout cas, ça indique parfois une radicalité qui peut interroger déjà sur les origines qu'est-ce qui alimente ça. Mais malheureusement, l'activisme aujourd'hui, il est en grande partie créé de toutes pièces par ces forces qui essaient de nous contrôler, pour l'essentiel. Bon, tout ce qu'on a dit sur l'environnement, les problèmes qui nous sont proposés, qui soi-disant devraient nous animer, etc., on sait que pour la plupart, ils ne sont pas exacts et que les vraies difficultés qu'on peut avoir par rapport à l'environnement, qui méritent d'être traitées, il y en a beaucoup. La Je pense gestion des déchets, la gestion des déchets, la pollution des océans, enfin, il y a de vraies questions qui se posent à nous, bien sûr, absolument. mais ce n'est pas celles que l'on met en avant parce que ce ne sont pas celles qui permettent de nous contrôler. Ce qui va permettre de nous contrôler, c'est le soi-disant réchauffement climatique ou bien la soi-disant pollution à l'ozone, alors que l'ozone, c'est la vie et que ce qui produit le plus Le CO2, CO2, le CO2. le CO2, pardon, le CO2 et non pas l'ozone, pardon. Le CO2, c'est la vie et que voilà, il suffit de planter des arbres pour qu'on continue à avoir de la vie. Or, on a plutôt tendance à déplanter qu'à planter. Donc, on nous entraîne sur des chemins faux mais qui sont des chemins qui auront immédiatement pour objectif, mais là, tous nos auditeurs le savent déjà, de mieux nous contrôler en nous disant, par exemple, qu'il ne faut pas prendre l'avion trop souvent, voire qu'il ne faut pas le prendre du tout, qu'il faut rester dans des fameuses villes de 15 minutes parce que nous aurions tout sous la main et que ça évitera de se déplacer et donc de créer des problèmes pour l'environnement. Tout ça, ce sont des fadaises, et quand je dis fadaise, c'est pour pas dire un mot plus grossier. Hein, donc tout ça, ce sont des choses qui sont fausses et qui malheureusement, nos enfants sont biberonnés à ça. On a aujourd'hui quand même des jeunes gens qui envisagent de ne pas avoir d'enfants pour ne pas polluer la planète.
ce qui Ouais. est un non-sens absolu. Alors, Donc, Marion, oui. comment distinguer une véritable conscience écologique d'une éco-anxiété nourrie par des récits alarmistes et Bah, parfois là aussi, manipulateurs? il faut que les personnes fassent preuve de bon sens. Alors, le premier postulat qu'il faut rappeler et qui peut servir de base à ça, c'est que à peu près tout ce que nos gouvernants nous rapportent, tout ce qu'ils nous disent, est faux ou perverti, c'est-à-dire qu'ils le disent dans un objectif qui n'a rien à voir avec ce qu'ils nous avouent. Et quand ça n'est pas totalement faux, c'est perverti, c'est pour ça que j'ai parlé de perversion, c'est détourné de manière à nous montrer un aspect qui va pouvoir nous contrôler plus. Donc la question qui permet de discerner, c'est à qui profite ce discours? Où nous mène-t-il? Quand on me dit que le réchauffement climatique est catastrophique, quelles sont les conséquences sur la population? Et ça va servir à quoi et à qui? L'éco-anxiété, elle est effectivement nourrie, puisque c'est un des éléments de l'ingénierie sociale destiné à soumettre et contrôler les populations. Ça, il faut que ce soit quelque chose de bien ancré dans l'état d'esprit des gens, et je sais que ça ne l'est encore pas suffisamment aujourd'hui. Et il faut bien partir également du principe que dans ces matières, comme dans beaucoup d'autres, quasiment l'intégralité de ce qui nous est dit est faux. Donc il faut aller chercher l'information ailleurs. La plupart des experts qui sont mis en avant ont des conflits d'intérêts gigantesques que l'on connaît, hein, c'est ce que nous avons déjà eu pendant la crise Covid. Il faut se renseigner là-dessus aussi, et il faut bien entendu aller écouter des experts que l'on n'entend pas, à qui on ne donne pas la parole, puisque justement, ils ne sont pas dans la doxa. Et ils nous tiennent un discours tout à fait différent de ce que la doxa nous tient. Je pense par exemple à François Gervais sur les questions de climat, mais il y en a bien entendu beaucoup d'autres. En fait, je crois qu'il y a eu une tribune de plus de 1000 climatologues qui ont pris position il n'y a pas très longtemps sur le fait que cette histoire de réchauffement climatique, c'était de la fadaise, pour le dire pas trop négativement, relativement poliment. Donc, il faut partir du principe que pour l'essentiel, ce qui nous est dit est faux. Ça, c'est fondamental. Et donc après, il faut se renseigner. Il faut vraiment aller chercher les vrais experts, les vraies compétences, l'historique de tout ça. Il y a effectivement de vrais problèmes écologiques sur lesquels travailler, réfléchir, tout ce qui est, on le disait à l'instant, le tri des déchets, mais également bien sûr le plastique dans les océans, la pollution des océans. Il y a vraiment des choses auxquelles penser, mais ce ne sont pas les choses qui nous sont présentées et qui nous sont présentées en général avec des objectifs inavoués bien précis, comme en l'occurrence pour le réchauffement climatique, la question de s'assurer que les populations bougent le moins possible. Hein, donc, on va certainement vers une limitation, voire une interdiction des voyages en avion, et ces fameuses villes de 15 minutes qui ont pour objectif de laisser les gens chez eux, avec la possibilité d'avoir l'essentiel sous la main. Quels sont, selon vous, les obstacles psychologiques qui empêchent aujourd'hui les individus de développer une véritable autonomie face aux récits dominants? C'est une question complexe parce qu'il y en a beaucoup. La première d'entre eux, c'est quand même d'avoir conscience qu'on fait tout pour que les gens n'aient pas d'autonomie de pensée. Et ça, même quelqu'un qui a compris ça, il faut quand même s'en souvenir régulièrement pour pouvoir régulièrement se dire où est la vérité en fait, hein, pour rester un chercheur de vérité. Sinon, vous pourriez, dans le monde ancien dans lequel nous vivions, une fois que vous aviez acquis une connaissance ou une information, vous pouviez relativement penser qu'elle était correcte. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Il faut vous demander à chaque fois ce qu'il en est. Donc, l'autonomie de pensée, c'est le résultat de beaucoup de choses. C'est le résultat, bien sûr, d'une éducation. Ça s'éduque, l'autonomie de pensée. C'est un apprentissage. C'est un travail sur soi. Pour savoir penser, il faut savoir aussi ce qui nous empêche de penser. Il faut, par exemple, avoir travaillé nos émotions et notre monde intérieur pour savoir que nous pouvons avoir des biais dans l'accès à la pensée qui sont simplement les biais de notre réalité intérieure. Il y en a plein des biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs, mais aussi les biais de réalité intérieure. Donc l'autonomie, c'est un des éléments à développer notamment beaucoup dans l'enfance, et étant donné que ce n'est pas pour rien que nos autorités n'ont pas cessé de faire baisser le niveau scolaire depuis
trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter, mais en tout cas, ça remonte loin. Et j'ai envie d'avoir ce discours positif parce que j'y crois vraiment, de dire aux parents qu'ils sont le relais essentiel de cette autonomisation de leur enfant par rapport à la pensée. Et que le rôle de témoignage, bien sûr, des parents, leur façon de vivre, et leur façon de vivre et leur façon de parler à leur enfant, même dans les difficultés. C'est-à-dire que beaucoup de parents auront tendance à dire, ben oui, mais moi, je vais rien transmettre à mon enfant, j'ai des difficultés au travail, j'ai des difficultés dans ma vie personnelle, je suis aux prises avec 10 000 problèmes, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui transmettre? Mais dans une certaine mesure, la question n'est pas les problèmes que les parents rencontrent, mais la façon dont ils peuvent aider l'enfant à partager les solutions avec eux, selon l'âge de l'enfant, bien entendu. Mais présenter l'accès au monde comme peut-être effectivement c'est une sorte de jeu, une série de problèmes à résoudre, une série d'obstacles à contourner. Ça peut être assez drôle, les enfants étant très joueurs, bien sûr, mais il faut leur parler. On peut leur parler pratiquement de tout, y compris de ce que nous vivons actuellement, de cette dictature molle qui s'infiltre, en leur tenant un discours approprié à leur âge, bien entendu, en mettant peut-être parfois du jeu, en mettant des choses, mais il faut leur transmettre cette réalité. Parce que de l'autre côté, ils sont incroyablement, là encore, eux aussi instrumentalisés, conditionnés, et il y a quelque chose à faire contre ce conditionnement qui est de leur transmettre, alors à la fois la culture, mais ça n'est pas toujours possible pour les parents qui peuvent conduire les enfants vers la littérature, vers l'art, hein, le beau, le bon et le vrai, comme disait Platon, c'est essentiel, mais pour les personnes qui sont aux prises avec de plus grandes difficultés, ne pas hésiter à condition de dégager des solutions, de dégager des façons de faire. En plus, ça oblige l'adulte à réfléchir à comment il va faire dans cette difficulté. Donc ça se construit, l'autonomie de pensée, vraiment, me semble-t-il. Toujours dans cette quête d'élévation du niveau de conscience, vous évoquez aussi la capacité à relier les plans, visibles et invisibles, personnels et collectifs, matériels et symboliques. Pourquoi cette lecture multidimensionnelle est-elle si essentielle pour dépasser la matrice des perceptions qu'on nous impose et maintenir cette jauge de notre niveau de conscience de manière la plus optimale possible? Alors, pour moi, cette question-là, elle se rapproche de l'importance du symbole, la dimension symbolique de l'existence, qui est de plus en plus niée par nos gouvernants, bien sûr, qui est de plus en plus, je dirais même, cachée. On nous cache les grands symboles de la civilisation parce que ces grands symboles nous ramènent toujours à la vérité, en fait. Ils nous conduisent toujours à la vérité. Moi, je suis très jungienne, hein, par formation. Jung est quelqu'un de précieux pour moi. Et Jung a travaillé, par exemple, sur ce qu'il appelait les archétypes. Et les archétypes, ce sont justement ces symboles, ces grands symboles que vous retrouvez quasiment dans toutes les grandes civilisations, traités différemment, bien sûr, hein, pas toujours de la même façon, mais vous les retrouvez. Par exemple, il y a l'archétype du vieux sage, hein, l'ermite, qu'on a d'ailleurs nous dans le tarot de Marseille, on a le personnage de l'ermite, mais vous avez aussi la femme féconde, vous avez le héros, bien sûr, le héros, dans toutes les grandes civilisations, vous avez le héros. Donc cette dimension symbolique de l'existence que nous avons toujours d'une certaine manière, par exemple pour les enfants dans les contes, l'importance des contes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Isabelle, mais je trouve qu'on parle beaucoup moins qu'avant, on fait beaucoup moins lire les enfants et on en parle beaucoup moins de ces contes. Et vous avez peut-être une idée de pourquoi on parle moins des contes. J'ai une petite Parce que idée, mais j'aimerais bien vous entendre vous exprimer là-dessus. si vous vous souvenez bien, les contes, c'était à la fois des symboles très puissants et c'était également le début d'une compréhension morale de l'existence. Mhm. Si vous prenez quelques contes que vous preniez, prenez, je ne sais pas, Cendrillon, ou prenez, bon, vous avez les personnages les plus négatifs, vous avez le danger, par exemple, hein, à travers la sorcière qui va tendre la pomme empoisonnée, et donc, vous avez la notion de danger. On peut présenter à un enfant quelque chose qui ne soit pas bon pour lui. Et c'était une façon d'initier les enfants au discernement et justement à l'autonomie de pensée, ainsi qu'au bien et au mal, à ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, puisque les contes se terminaient toujours évidemment de bonne manière, avec la victoire des gentils et la perdition des méchants.
eh bien, c'était une formidable façon, si j'ose dire, d'immuniser l'enfant et de le faire rentrer dans la difficulté de l'âge adulte, de l'initier progressivement aux difficultés qu'il aurait adulte, sans le choquer, comme avec un programme comme l'EVRAS, par exemple, qui va effectivement, je fais un peu un coq à l'âne, mais qui va imposer des notions qui sont totalement décalées par rapport à l'âge de l'enfant. Et on n'en parle plus de ces contes, parce que c'était une des façons les plus délicieuses, et aussi d'introduire les symboles, bien entendu, à l'intérieur des contes. L'enfant apprenait à repérer tout de suite, bien sûr, quel allait être le personnage qui représente le héros dans le conte ou dans le dessin animé, et quel allait être le mauvais personnage. Repérer, c'est-à-dire, on faisait appel à son intuition, à son instinct. Regarde le méchant, comment il est, quel type de regard il a, quelle façon il a de se déplacer. Comme par hasard, j'en entends beaucoup moins parler. Bon, en même temps, je ne suis pas institutrice en maternelle, je ne sais pas, j'espère qu'on continue. Mais en tout cas, sur le plan des grands médias et de ce qu'on culturellement on nous transmet, on parle beaucoup moins de ces symboles. Absolument, on parle beaucoup moins de ces symboles qui sont, semble-t-il, reliés aux lois du vivant, aux lois de la nature, qui sont des symboles dits positifs, entre guillemets, mais il y a quand même une forte présence de la symbolique dans notre société actuelle, mais pas forcément les meilleures. Mais vous allez peut-être amener votre propos à ce sujet. Ce sont tous les symboles, parce que j'ai l'impression que nous sommes fortement exposés à d'autres symboles qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais d'autres symboles comme l'œil unique, le pentagramme, le triangle. On est très exposé à travers, par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Bah, il y avait énormément de symbolique ésotérique. Il y a beaucoup de symbolique franc-maçonnique un peu partout qui sont distillés ici et là à travers la publicité, à travers les clips vidéo de célébrités. Les symboles, ils sont quand même, mais le problème, c'est pas forcément les bons. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est tout à fait vrai. Bah, c'est le deuxième point auquel j'allais venir. Donc, les symboles qui étaient constructeurs et constructifs sont passés à la trappe et sont remplacés par des symboles, comme vous disiez, Isabelle, ésotériques et disons le mot très clairement, satanistes. C'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que Satan? C'est l'inversion du bien. Et nous avons actuellement dans notre société, à tous les niveaux et à tout point de vue, et notamment dans les symboles que nous retrouvons effectivement, y compris chez les chanteurs, dans les images de publicité, la mode qui est tellement importante pour les jeunes, et nous retrouvons, et bien entendu, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui était un Les condensé logos d'entreprise. logos, etc. Tout à fait, les logos. Et nous avons là un symbolisme inversé, c'est-à-dire que le bien devient le mal et le mal devient le bien. Et c'est fondamentalement ce qu'ils ont en tête, en fait. Je parle à un moment donné dans mon livre de la banalisation du mal pour essayer d'expliquer que cette façon qu'ils ont de nous imposer systématiquement tout ce qu'il y a de mauvais, de dur, de criminel, de malsain dans la société autour de nous, etc., c'est une façon de nous habituer au mal, d'une part, de le rendre banal, et je pense qu'ils veulent aller plus loin, ils veulent le rendre désirable pour au moins une partie de la population. Le mal devient une référence. Le lait devient une référence. On veut nous faire croire que le lait est beau. Alors là, je ferai volontiers un petit couplet sur l'art Allez-y, contemporain et lâchez-vous parce que ça me passionne. Toute cette problématique de ce monde inversé, de au ces moins valeurs une inversées. grande Allez-y. partie. Il y a une grande partie de l'art contemporain qui est totalement dans cette inversion de la beauté. C'est à l'évidence laid, ou au mieux c'est inintéressant, c'est banal, c'est rien, et on veut nous dire que c'est magnifique, que c'est splendide, etc. Et c'est vrai qu'à force de le répéter, quand vous n'avez pas de formation par ailleurs qui compense ça, parce qu'on vous a montré la beauté, on vous a montré des œuvres d'art, vraiment de l'art véritable, etc., et qu'on finit par vous dire bah, ce tableau entièrement peint en noir, c'est magnifique, c'est la beauté incarnée, eh bien, vous finissez par le croire, ou vous finissez par... la difficulté de l'être humain, c'est que nous nous construisons par mimétisme et par identification.
hein, de Freud à René Girard, il y a tout ce parcours. On commence par s'identifier et on imite aussi. On dit, bah, si tout le monde aime ce tableau-là, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui m'échappe et que c'est de l'art. Bah, sauf que c'est pas de l'art du tout. On essaie vraiment de faire passer le laid pour du beau. Et je pense que sur des esprits sensibles comme l'esprit des enfants, c'est malheureusement tout à fait possible d'y arriver. Et même d'ailleurs sur des adultes qui soit ne font pas attention, se disant bah, au début c'est un peu déplaisant ce truc-là, c'est pas. Mais finalement on s'habitue. Et comme on n'a plus que ces références-là, c'est vrai qu'on s'habitue. À force de voir, comme vous dites, des yeux cachés, des cornes ou des sabots même dans certains défilés de mode, enfin des trucs qui sont vraiment la référence à la bête est de plus en plus évidente. Et beaucoup de gens ne le voient pas. Ils disent, ouais, c'est bizarre, c'est triste, c'est pas de bon goût, ça ne nous plaît pas. Mais ils vont finir par s'habituer. En tout cas, c'est ce que souhaitent vraiment ces gouvernants pervers, c'est que nous nous habituions à ce référentiel. Donc, une façon de lutter très efficacement contre le totalitarisme, c'est de brandir vraiment résolument le beau, le bon et le vrai. Si on ne fait que ça, c'est une révolution déjà. Dire à un enfant, bah, je suis désolé, mon chéri, ta maîtresse t'a dit que ça, c'était beau, mais alors selon les critères de maman, c'est pas beau du tout. Et je vais te montrer quelque chose de beau, et je vais te proposer de me dire comment toi tu ressens les choses. Et est-ce que tu trouves du coup que la première chose, elle est belle ou pas? Pour quelle raison? Et est-ce que tu vas regarder la deuxième chose, qui est censée être belle, et tu vas me dire quelle différence tu ressens. Que ça parte de l'enfant. D'où le On a encore journalisme, un peu- d'où le journalisme que je propose depuis toujours, depuis une trentaine d'années, qui est un journalisme par l'inspiration Oui. et l'exemplarité, pour essayer de protéger ce référentiel de beauté que nous portons en soi, qui se traduit soit par la joie, soit par la créativité, soit par la nature, justement, la reliance à la nature. Donc, continuez à me suivre, chers lecteurs, abonnés sur Planète Vagabonde. Et ça me renvoie à une toute petite anecdote. Cher Marion, lorsque j'avais traversé l'Europe en camping-car en 2018, lors de mon projet Joy for the Planet, justement comme journaliste à la rencontre d'éclaireurs, de nominés de la joie, de personnalités ou d'anonymes ou de gens ordinaires, extraordinaires par leur beauté dans leurs actions au quotidien. Eh bien, j'avais rencontré, par exemple, à Florence, un vieux maître de la peinture, enfin vieux, un maître de la peinture à l'ancienne, comme l'était Léonard de Vinci. C'était un des derniers maestros de la peinture, selon des savoir-faire très anciens, selon des techniques telles que les utilisait Léonard de Vinci. Et je vais rencontrer ce monsieur dans son atelier. Il s'appelait Maestro Pistolesi. Et il était très pauvre, alors qu'il avait fait des fresques extraordinaires dans des chapelles, dans des monastères italiens anciens. Et je lui ai demandé à ce grand monsieur, parce que moi j'ai tout de suite vu le grand homme dans cet homme. Et je lui ai dit, mais Maestro Pistolesi, mais pourquoi un homme de votre profondeur, de votre qualité, de votre expérience, de votre sagesse, vit si modestement aujourd'hui? Et il me dit, bah Isabelle, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de s'arrêter sur la beauté. Je passe à la suite. Pardon pour cette petite diversion. Euh, Est-ce que l'on peut, pour moi, l'humour, c'est un des critères d'un haut niveau de conscience. Et paradoxalement, depuis le Covid, la crise Covid, on voit combien maintenant les humoristes sont bridés, censurés. On ne peut plus plaisanter sur rien, aussi bien sur le plan politique. On peut plus se moquer ni des Juifs, ni des Noirs, ni des Chinois, ni des Belges. Enfin bref, c'est vraiment très triste. Et je pense que à ce niveau-là, il y a une chute du niveau de conscience de l'humanité en ce sens que l'humour est en train d'être rayé de la carte. Alors, je pense personnellement que l'humour est un marqueur de la démocratie, en tout cas d'un fonctionnement social intégré, parce que y a plein de sociétés dans lesquelles on a de l'humour et on rit beaucoup, c'est pas nécessairement des démocraties, mais ce sont
ce sont des sociétés vivantes, bien intégrées. En tout cas, ce ne sont pas des dictatures ni molles ni réelles. L'humour, comme vous le disiez à l'instant, suppose de pouvoir remettre en question. C'est une façon subtile et légère de remettre en question. Mais qu'il s'agisse de soi-même ou du fonctionnement d'un pays ou d'une société, c'est une remise en question. La remise en question aujourd'hui n'est plus possible dans notre fonctionnement. Et c'est là qu'on voit que nous ne sommes plus dans un pays totalement libre. Ce que nous appelons une dictature molle, qui d'ailleurs n'est peut-être pas si molle que ça, hein, parce qu'il y a des aspects qui sont quand même extrêmement durs, mais disons qu'effectivement, ça n'est pas aussi visible. C'est pour ça que plein de gens ne voient pas encore que la Russie soviétique des années 80 ou choses de ce genre. Donc, alors il y a humour et humour, bien sûr. Je partage totalement votre avis sur l'humour qui a disparu. En France, moi j'avais deux grandes figures, et je pense que beaucoup de Français partageront peut-être cet aspect. Nous avions Coluche et nous avions Thierry Leluron, dans deux dimensions extrêmement différentes et néanmoins extrêmement critiques et particulièrement pointues. C'est impossible aujourd'hui. Ce que disait Coluche ou ce que disait Thierry Leluron à l'époque, aujourd'hui en France, c'est juste impossible. Alors, il reste un soi-disant humour qui, pour moi, n'a rien de drôle, mais qui est de la dérision, qui est parfois La de très mauvais goût. sexualité, la vulgarité, la sexualité potache. Et oui, effectivement, c'est de la vulgarité. Voilà, je veux pas réduire tout le monde à ça. Il y a encore quelques humoristes qui, mais ils se tournent plus vers du coup, l'humour sur la vie quotidienne. Je pense à Florence Foresti ou des gens comme ça, ou Gad Elmaleh, qui ont un talent réel, mais ils ne rentrent pas du tout dans ce que nous pouvions appeler un peu l'esprit français, qui était un esprit très critique. Et il y avait un humour français de bon goût qui était juste une façon de travailler toujours à la limite des choses et de montrer toujours le retournement des choses. Vous pensez bien qu'avec ce qu'on nous prépare, il ne s'agit pas de montrer du tout le retournement des choses, surtout pas. Donc je pense que dans un pays comme la France, le jour où ressortirait quelqu'un de cette taille-là, d'un Coluche ou d'un Leluron, on pourrait probablement dire que la France est de retour et que la démocratie en France est de retour. Qu'est-ce Ça qui n'est pas le cas. permettrait le retour d'un Coluche en France? Comment faire revenir un Coluche en France? Ce serait D'après vous? pour moi, ce serait le retour de la France tout court. Ah ouais. Ouais. Et le retour de la France, ce serait l'impossibilité d'avoir des dirigeants de cette sorte, comme nous avons depuis plus de 30 ans. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais parfois très loin dans l'analyse que j'en fais, mais pour moi, aurait été absolument impossible il y a encore 25 ou 30 ans. Les gens, les Français n'auraient absolument pas réagi. On n'aurait pas pu leur proposer ce qu'on leur a proposé. C'était pas possible. Le peuple entier aurait été dans la rue. Et qu'est-ce que vous proposez, Marion, pour un retour de la France? Comment vous voyez ça Alors là, concrètement? quelle question, Isabelle? Quelle question? Euh, Moi, je pense faudrait déjà se débarrasser de tous ces gens, cette mafia en fait, Hmm. voilà, qui a pris possession du pays et en plus qui l'abîme évidemment, hein, puisque c'est l'objectif, c'est de tout détruire. Donc, bon, de plein de manières différentes, y compris en mélangeant la population avec des personnes que l'on n'intègre pas, cette fameuse immigration non intégrative, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas intégrer. Là aussi, les Français n'ont peut-être pas encore compris qu'elle n'a pas vocation à être intégrée. On ne fait pas venir des gens qui vont enrichir notre pays par leur capacité, par leur différence, par leur... Non, on fait venir des gens qu'on sait qu'on ne veut pas intégrer. On ne veut pas qu'ils s'intègrent. On veut qu'ils abîment le pays. Et c'est malheureusement ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, on les abîme eux aussi. Sur un plan, on parlait d'interdépendance tout à l'heure, on peut aussi penser à ces malheureuses personnes qui sont mises dans des conditions où elles deviennent folles. Peut-être même certains sont-ils instrumentalisés directement par le pouvoir. C'est tout à fait possible, voire probable. Mais voilà, c'est un grand malheur et pour ces personnes et pour le pays. Donc, votre question est tellement vaste que je ne saurais comment y répondre. Il y a quelques mouvements qui sont en train d'émerger, comme les Gueux ou bien Révolu droit de notre amie Valérie Bugeaud. Et il y a pas Bien mal de sûr. mouvements citoyens, d'associations qui sont en train d'essayer de créer qu'est-ce que je peux dire, des souches de résistance intelligentes, constructives, pour essayer de faire revenir cette France qui se meurt.
Je ne pense pas que la France telle que nous l'avons connue reviendra, mais à la limite, je n'ai pas de nostalgie nécessairement par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'elle a été vraiment trop abîmée, je pense. Mais c'est peut-être pas, c'est pas nécessairement la question. Ce qu'il faudrait, c'est qu'advienne une, entre guillemets, nouvelle France, mais sur des bases qui restent en lien avec certaines choses qui étaient extrêmement précieuses. Mais ça n'est pas d'ailleurs uniquement au niveau de la France. C'est certains savoirs, certaines traditions européennes, une culture, des bases chrétiennes qui permettaient quand même, par exemple, qui empêchaient de traiter les êtres humains d'une certaine manière, qui auraient empêché la chimérisation, qui auraient empêché une utilisation perverse et détournée de l'intelligence artificielle. Dans le temps, nous avions un comité d'éthique, il paraît qu'il existe toujours, mais on ne l'entend plus, et un grand nombre de choses n'auraient jamais pu passer le cap. La GPA, c'est impossible. Il y a 20 ans, c'est impossible. Hein. Donc, euh, la question, et là on revient à notre point de départ de tout à l'heure, je pense que pour retrouver, en tout cas créer plutôt un nouveau pays, une nouvelle Europe qui serait de nouveau saine, il y aura effectivement un retour en partie à certaines dimensions traditionnelles qu'on a expurgées par perversion et qui ont besoin de revenir, les valeurs chrétiennes notamment. Hein. Je ne parle pas de l'obligation de se sentir chrétien ou d'avoir une foi, parce que ça ne s'invente pas, même si on peut faire le choix de Pascal de décider de l'avoir, mais c'est pas obligé. Mais par contre, les valeurs étaient fondamentales, parce que ce sont les valeurs probablement au monde qui respectaient le plus la dimension sacrée de l'être humain et qui empêchaient toutes ces dénaturations, cette déshumanisation et cette dénaturation qu'ils sont en train d'essayer de mettre en œuvre. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que chaque être humain fasse son chemin d'évolution. Il faut aussi, au niveau collectif, qu'on fasse, et c'est ce que font effectivement Valérie Bugeaud avec Révolu Droit, enfin beaucoup de mouvements comme ça, de rappeler ce qu'est le bon, le vrai et le beau, de rappeler ce qu'est le réel, de rappeler ce qu'est l'être humain, de revenir en fait. Il faut parler sans cesse, il faut redire ce qui est juste. Il faudrait ne jamais laisser passer le moindre mensonge, la moindre chose fausse. Il faudrait pouvoir dire tout de suite, hop, désolé, pas d'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, il n'y a que deux sexes dans la nature, il n'y en a pas 92. Je suis désolé, ça n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ainsi. C'est tout. Mais je pense que quand les gens ont, par exemple, commencé à entendre parler du wokisme, ils se sont tous dit ça. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Et je pense qu'on s'est tous plus ou moins dit, mais ça va jamais prendre, c'est tellement faux. Ça n'a pas d'importance, c'est quelques hurluberlus qui ont cette fantaisie. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que ces hurluberlus étaient financés, instrumentalisés par des pouvoirs puissants, des milliardaires, des gens qui avaient les moyens et qui utilisaient ce qu'ils savent très bien être totalement faux pour dénaturer une population et lui faire du mal. Donc on a tous pensé que ça allait passer très vite. Ce qui fait que ça n'a pas passé très vite, c'est pas par la nature des choses, ce serait passé très vite. Simplement, personne n'aurait adhéré. On nous l'a imposé à force de moyens mis en œuvre par rapport à ça. Donc, pour revenir à votre question très vaste, on a à la fois un gros travail individuel à faire sur soi-même, mais on a aussi un pouvoir individuel à réutiliser. Il faut absolument que les gens se rendent compte du pouvoir immense qu'ils ont. Dire le vrai, c'est un pouvoir immense, c'est d'une utilité considérable. Faire le bien également, c'est absolument considérable. C'est Bobola l'autre jour qui parlait, comment il a appelé ça, des micro-mouvements de bienveillance, c'est-à-dire apporter dans la société ce que vous faites, Isabelle, vraiment, et c'est vraiment extrêmement important. En plus, vous le faites à grande échelle, mais même pour des personnes qui nous entendent dans leur vie quotidienne, apporter de la bienveillance, du sourire, cette dimension horizontale dont on parlait tout à l'heure. Euh, Quelqu'un me pose une question, je réponds bien volontiers, je favorise les choses, je suis une facilitatrice ou un facilitateur dans la vie quotidienne. C'est fondamental. C'est absolument fondamental. C'est comme ça qu'on y arrivera. Ça a l'air d'être un travail. C'est Pénélope sur son ouvrage. Hein. On ne cesse de retisser quelque part. Mhm. Et ce que eux veulent faire, c'est déconstruire et détisser. Et ben nous, il faut que nous tissions. Il y a un tout petit geste de bienveillance que j'aimerais placer ici, que je pratique au quotidien et qui marche merveilleusement bien, et ça ne nous coûte rien.
c'est de faire au moins un compliment par jour à quelqu'un, mais qui est sincère. Si on, voilà, que ça soit la caissière du supermarché du coin, la postière, à quelqu'un dans la rue, moi, tous les jours, je fais mon petit compliment quotidien à quelqu'un que ce soit de proche ou que ce soit un anonyme dans la rue. Il faut voir comment les gens y réagissent. Ouais, Parfois, je ouais, trouve qu'il y a même une surréaction. Quelquefois, ils sont absolument. là, mais comme si on leur avait offert un cadeau magnifique. Et j'ajoute dans la même logique que ce que vous venez de dire, ce que pour les enfants, cette fois-ci, on touche à un autre domaine, mais qui est important, le vieux fonctionnement de la bonne action. Dans mon livre, je parle beaucoup des vertus, parce que dans les solutions à mettre en œuvre, hein, pourquoi les vertus sont importantes et qu'est-ce qu'elles nous apportent. Et dans l'éducation des enfants, puisque ça ne leur est pas transmis, plus transmis du tout par l'école, il y avait cette notion dans le temps de faire une bonne action. Alors c'était très relié à la foi catholique, c'est vrai, mais indépendamment même de ça, l'intérêt de faire découvrir à l'enfant à quel point cela fait du bien que de faire du bien à un autre, à quel point cela rend heureux de faire le bien. Ça ne peut passer qu'à travers l'expérience. On peut bien sûr faire des cours de morale aux enfants, on va leur rajouter des textes pour leur dire de ne pas faire comme ci, de ne pas faire comme ça, alors que seul un tout petit pourcentage d'entre eux font des choses effectivement dramatiques. Mais le plus important pour l'enfant, c'est de passer par l'expérience. Une bonne action chaque jour. Porter le sac de la vieille dame qui rentre des courses et qui apparemment ploie sous son fardeau. Une bonne action. Que l'enfant expérimente ce qui est, à mon avis, le plus grand bonheur sur cette terre et le plus sûr, celui qu'on ne pourra pas nous enlever, qui est celui de rendre un autre être humain heureux, de faire du bien. Une bonne action Ça, par jour, un une compliment bonne- par un jour, compliment par jour. On peut faire les deux, c'est pas énorme. absolument. Et pour les enfants, c'est fondamental. Marion, est-ce que, selon vous, on assiste aujourd'hui à une fragmentation irréversible des consciences planétaires entre ceux qui s'éveillent et ceux qui s'enfoncent dans le conditionnement et la manipulation? Ou bien est-ce que vous voyez malgré tout un mouvement d'unification à l'échelle humaine, à l'échelle mondiale? Alors, je ne pense pas qu'on puisse fragmenter la conscience. Je ne pense pas qu'on puisse fragmenter l'humanité. C'est là que je suis aussi très jungienne. Jung parlait aussi, on parlait des archétypes tout à l'heure, mais il parlait aussi beaucoup de l'inconscient collectif. Ça rejoint cette notion d'interdépendance que nous disions tout à l'heure avec le bouddhisme, qui est que quand quelque chose est fait à quelqu'un quelque part, cela m'est fait à moi aussi. Et même si les gens n'en ont pas conscience, cela les habite. Donc, je pense qu'il n'est pas possible En fait, je pense qu'ils ne peuvent pas réussir leur mauvais coup. Ça ne va pas marcher, leur affaire. Parce que s'il y a une chose qui est plus puissante qu'eux, ça c'est évident, c'est cette fameuse conscience universelle dont nous parlions tout à l'heure, que d'aucuns pourraient appeler Dieu, ou en tout cas peut-être l'intelligence de Dieu, ou la Ou capacité l'intelligence de vie, ou la force de vie. de vie, on peut l'appeler de plusieurs manières différentes, mais c'est quand même elle qui a entièrement codifié la nature. C'est cette intelligence qui fait que les saumons savent qu'ils doivent remonter le cours de la rivière pour aller pondre leurs œufs, que les oiseaux savent à quel moment de l'année ils doivent se regrouper pour partir à l'autre bout du monde, que chaque être vivant sur cette terre, à part l'homme, parce que son intelligence lui permet d'échapper quelquefois à ça, de pervertir pour le coup cette pensée-là. Chaque être humain, chaque être, pardon, pas humain, chaque petit être, chaque morceau de vie sur cette terre sait ce qu'elle a à faire. Cette intelligence-là, ils ne pourront pas l'annihiler. Je n'y crois pas un instant. De même qu'ils ne pourront pas fragmenter l'humanité. J'en profite pour rappeler que le problème dont nous parlons souvent, cette gouvernance perverse et toutes ces misères qui nous arrivent et dont nous avons parlé aussi aujourd'hui, même si c'était dans l'objectif de trouver plutôt des solutions, concerne uniquement et essentiellement l'Occident. C'est-à-dire que nous avons les trois quarts du reste du monde qui n'ont pas du tout renoncé à avoir une spiritualité quelle qu'elle soit, chacun la leur, qui sont totalement en connexion avec cette conscience universelle dont nous parlions. Ils ne sont pas du tout concernés par ce qui nous arrive. Et ils sont très vivants. Regardez ce qui se passe en ce moment du côté de l'Inde, qui tient tête aux États-Unis. On ne parle même pas de la Russie, qui tient tête des BRICS qui se réunissent, de ce qui se passe en Amérique du Sud, de ce qui se passe en Afrique. Afrique effarée par ce qui se passe en Occident. L'Afrique est effarée.
Je sais que s'il y a un continent qui est le continent du bon sens, peut-être, alors peut-être pas, voilà, je ne sais pas quel niveau de conscience toujours, mais le continent du bon sens et du rapport à la nature, ils sont effarés par nos fantaisies wokistes et autres. Donc tout ce que nous évoquons la menace aujourd'hui qui pèse sur nous, elle est sur l'Occident, ce qui représente, somme toute, une toute petite partie du monde et une partie en totale décadence. Donc, non, l'humanité n'est pas fragmentable et ce qui vaincra, eh bien, c'est la conscience universelle, je pense. Est-ce que, à l'image du, dernière question, à l'image du petit gland qui deviendra chêne, qui ne peut pas faire autrement finalement que de se déployer, de s'enraciner et de tendre vers la lumière, comme tous les arbres finalement et les plantes et la nature. C'est vrai qu'en cela, la nature est un modèle d'inspiration où tout ne naît que pour tendre vers la lumière et se déployer. Est-ce que l'humain porte aussi en lui j'aime pas parler de programme, mais on peut parler euh, de mission, non, mission, c'est aussi galvaudé. Est-ce que tout être humain porte en lui ce... Aidez-moi, Marion. Euh, La notion de programme n'est pas mauvaise. Évidemment, ça nous fait penser à des choses actuellement de programmation ouais, c'est ça. qui ne nous plaisent pas du coup. Mais oui, nous portons un programme. Nous portons le programme divin, en fait. Moi, c'est vraiment mon sentiment. Alors, je ne l'impose à personne, mais nous sommes programmés pour la liberté. Nous sommes programmés pour la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes programmés pour faire le bien. Nous sommes programmés pour avoir une conscience. C'est ce qui est en nous spontanément. Est-ce qu'on Et peut parler de référentiel divin selon moi, oui. Mais ou bon, de nombre d'or en l'homme? oui. Euh, notre âme, par exemple, est, me semble-t-il, le siège de cet éclat du divin en nous. Et quand j'ai beaucoup travaillé avec Marie-Lise Labonté, qui est une psychothérapeute canadienne que vous connaissez peut-être, et qui a fait un très beau travail sur les âmes, les familles d'âmes, l'accompagnement des âmes, et elle explique de manière très juste que notre âme nous a prévu des choses pour nous. Cet éclat de divin en nous sait où nous devons aller, chacun personnellement et aussi collectivement, bien sûr, hein. Et quand nous ne suivons pas le chemin juste pour nous, nous avons des rappels de l'âme. Notre âme cogne à la porte. Et ça peut se traduire par des événements de vie, comme un accident, comme une maladie, malheureusement. Et ce ne sont pas toujours, là encore, des choses totalement négatives, parce que quelquefois, c'est une tentative de remise sur les rails de l'âme. L'âme souhaite que nous nous remettions dans notre programme de vie. Ce n'est pas Jung, justement, vous allez me dire, qui disait, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous la forme du destin. Oui, c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si c'est Jung qui a dit ça, mais en tout cas, cette phrase est tout à fait vraie. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que, voilà, il y a des choses, je pense, qui ne pourront pas se faire. Nous avons déjà gagné. Et par défaut, c'est gagné. Déjà gagné, je veux dire par là que le bien a déjà gagné, que la conscience universelle a déjà gagné, et qu'il y aura, voilà, on le sait dans l'histoire, c'est écrit dans la Bible, mais pas seulement. Merci Marion Saint-Michel pour ce merveilleux message d'espoir. Merci pour votre éclairage, pour cet éclairage à la fois intellectuel et spirituel au cours de cet entretien qui nous amène toujours plus proche de cet accomplissement que vous évoquez entre les mots et par les mots depuis le début de cet entretien. Merci infiniment. Merci infiniment, Isabelle, et merci pour tout ce que vous faites, et notamment pour la joie qui est un signe majeur également de l'élévation de la conscience, hein. Pour beaucoup de personnes spirituelles, c'est le signe vraiment de la spiritualité de l'élévation du niveau de conscience. Alors merci pour toute cette joie et tout ce travail que vous faites. Merci Merci beaucoup. beaucoup Marion. À bientôt. Au revoir. Merci.